Iskra. 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 On se retrouve cette semaine pour continuer notre voyage autour de la tulipomanie. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous vous conseillons chaleureusement d'aller jeter un coup d'œil à nos épisodes précédents. Après avoir abordé la semaine dernière l'aspect culturel de la crise des tulipes, aujourd'hui, nous nous intéressons à l'aspect purement économique de cette crise. Celle-ci débute par l'éclatement de la première bulle spéculative de l'histoire, bien avant la création de Wall Street. Tout ça pour des tulipes. Pour éclairer vos lanternes, on vous propose une petite définition de ce qu'est une bulle spéculative. Selon la Banque de France, Il y a bulle spéculative lorsque le prix d'un actif augmente en continu, de manière excessive, de telle sorte qu'il s'éloigne de sa valeur réelle. Comme une bulle de savon qui s'élève puis éclate, le prix risque de chuter brutalement. La bulle est alimentée par des comportements spéculatifs. Des individus investissent dans des actifs dont ils anticipent de façon exagérément optimiste que les prix vont continuer d'augmenter. maintenant retour à nos moutons. Ouvrez grand vos oreilles. On va faire un petit bond dans le temps. La tulipomanie est considérée par nombre d'historiens comme la première crise spéculative et financière de l'histoire. Elle est déclenchée aux Pays-Bas, première économie mondiale de l'époque, dans laquelle les institutions du capitalisme naissant sont les plus avancées. Sous beaucoup d'aspects, la crise des tulipes annonce les crises qui secouent notre propre époque. C'est une crise moderne, avec un marché financier créé autour d'un produit spéculatif déconnecté de l'économie réelle. L'épisode occupe ainsi naturellement une place très importante dans l'histoire de la pensée économique. Dans le capitalisme naissant de l'époque, apparaît rapidement une contradiction majeure des marchés de capitaux. Leur rôle déclaré est de mettre en relation des investisseurs et des industriels pour affecter les moyens financiers aux productions utiles. Mais le caractère spéculatif des marchés de capitaux éclate bientôt au grand jour. L'exemple de la crise des tulipes illustre la naïveté de la théorie économique orthodoxe sur le rôle des marchés. Loin de se contenter de mettre en relation offre et demande de capitaux pour financer l'économie réelle, les marchés sont le lieu privilégié d'une compétition entre détenteurs de capitaux pour des gains spéculatifs immédiats. La concentration de l'épargne d'un pays entier sur un bien de luxe comme le bulbe de tulipe montre la déconnexion précoce des marchés de leur mission supposée d'affectation efficace des moyens de production. Une pensée libérale facile aurait tendance à imputer les crises à l'intervention de l'État dans l'économie. Dans cette optique, sans intervention extérieure, le marché s'équilibre de lui-même, puisque les investisseurs seraient conscients des risques financiers encourus. La flambée des investissements lors de la crise de la tulipomanie coïncide avec la publication d'un décret parlementaire qui permet l'annulation des contrats à peu de frais. En d'autres termes, cela équivaut à acheter des bulbes, avec le soutien du gouvernement qui fournit une assurance en cas d'impossibilité de livraison. Ainsi, la diminution du risque financier pour les acheteurs et l'assurance sans condition du gouvernement entraînent une ruée des acheteurs sur le produit et les poussent à des investissements disproportionnés. La crise éclate lorsque les tulipes ne peuvent être livrées à la suite d'une infection qui fait périr les récoltes. En fournissant cette assurance, le Parlement a de fait encouragé la spéculation. Malgré les interventions régulières des gouvernements pour stabiliser les marchés financiers, l'activité financière et spéculative sur les marchés est à l'origine de crises périodiques et d'une gravité croissante à travers toute l'histoire du capitalisme. Les efforts pour stabiliser les marchés financiers, sans toucher à leur logique profonde, échouent depuis 300 ans. Revenons un peu dans le présent, pour une mise en perspective de nos tulipes avec la crise de la dette grecque en 2008. La crise de la dette grecque a mis en œuvre à peu près le même mécanisme de protection avec l'émission de contrats d'assurance contre la défaillance de l'État grec, pour annuler le risque du côté des créanciers. Si cela manque de clarté, imaginez que votre voisin ou votre voisine vous vende son assurance habitation. Vous seriez donc l'heureux ou l'heureuse bénéficiaire si quelque chose devait arriver à sa maison. Vous auriez donc tout intérêt à y mettre le feu.
C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce, avec la vente des parts de contrats d'assurance liés au remboursement des dettes de l'État. Ces contrats d'assurance deviennent eux-mêmes des produits spéculatifs. Ils encouragent à terme des attaques des marchés contre l'État grec, en créant une catégorie d'investisseurs ayant intérêt à la faillite de l'État. Les marxistes identifient de leur côté une cause systémique du développement des bulles spéculatives. Dans un système régi par la concurrence, le progrès technique impose à tous les capitalistes qui veulent rester sur le marché de s'aligner sur le plus haut niveau de productivité et de technicité, et donc d'accumuler du capital, en machines, outils ou brevets par exemple. Ce capital rend en effet le travail humain plus productif, mais jusqu'à une certaine limite. Une telle accumulation du capital a deux conséquences qui poussent au développement des marchés financiers. Avec le progrès technique, l'investissement en capital nécessaire à toute activité économique a explosé. Là où, il y a 200 ans, il suffisait d'un seau pour traire une vache, il faut maintenant plusieurs dizaines de milliers d'euros pour financer une salle de traite. Cette multiplication de l'investissement par 10 000 n'a pas par contre augmenté la production dans les mêmes proportions. Le montant de capital investi augmente plus vite que la production associée. C'est ce qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Ainsi, à un certain niveau, l'investissement nouveau ne permet plus de satisfaire les exigences de rentabilité que recherche le capitaliste. Les capitaux qui ne trouvent pas à s'investir dans l'économie sont donc dirigés vers des opérations spéculatives dangereuses sur les marchés. L'augmentation des capitaux nécessaires à toute production a mis fin au capitalisme des débuts et à son modèle d'entreprise familiale, à propriétaire unique et bien identifié. Aujourd'hui, pour faire face à l'ampleur des investissements nécessaires, les capitalistes doivent s'associer entre eux. Ces associations passent majoritairement par les marchés financiers et par la forme des sociétés par actions et anonymes. Il y a donc un développement des formes financières qui renforce la domination de la logique spéculative des marchés sur l'économie. Il est illusoire d'espérer que le libre marché puisse affecter les capitaux à des productions utiles de manière efficace. La boussole des acteurs sur les marchés financiers reste la recherche de profit, le plus souvent à très court terme. Cette logique des marchés tend à s'imposer jusque dans les entreprises et dans la production réelle, qui dépendent d'elles pour obtenir des financements. La nature même des marchés, leur opacité et leur technicité rendent difficile un contrôle démocratique de l'investissement. C'est pourquoi beaucoup de progressistes mettent en avant la nécessité de renforcer le financement de l'économie par l'intermédiaire d'un pôle public bancaire, démocratiquement dirigé et qui fixe des objectifs d'investissement. Cela permettrait de dégager la production des logiques de rentabilité et de s'attaquer à la domination des marchés financiers. La crise des tulipes, considérée comme la première bulle spéculative de l'histoire, était bel et bien annonciatrice des développements actuels du capitalisme. Il était donc logique qu'elle prenne une place si particulière dans l'histoire de la pensée économique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre podcast. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au coin du feu. Merci à Alessandro au montage, merci à Léna pour son aide à la mise en voix. Un grand merci à Clément pour son coup de pouce économique. C'était Christina pour Iskra Voix Commune. À très bientôt. La isla de valientes siempre vencerá, que abraza continentes siempre vencerá. Hoy la patria va marchando por la vida.